Peter, I know things have been difficult lately, and I'm sorry about that. I think I know what you're feeling. Ever since you were a little boy, you've been living with so many unresolved things. Well, take it from an old man. Those things send us down a road. They make us who we are. And if anyone's destined for greatness, it's you, son. You owe the world your gifts. You just have to figure out how to use them. And know that wherever they take you, we'll always be here. So come on home, Peter. You're my hero. And I love you. Il y a quelque chose de magique avec Spider-Man. En vrai, c'est pas juste un costume rouge et bleu, c'est un morceau de nous-mêmes, je dirais. On a tous un jour ou l'autre ressenti ce que Peter Parker ressent. Ce sentiment d'être trop petit face à un monde trop grand, cette impression que peu importe nos efforts, la vie finit toujours par nous faire trébucher. Quand Tom Holland a débarqué dans le MCU, je me souviens, on a tous eu ce petit sourire d'enfant. On le voyait s'amuser, rigoler, interagir avec les Avengers, c'est vrai, c'était trop cool cette époque. On avait vraiment ce sentiment de voir Spider-Man interagir avec des héros, c'était la magie du MCU, c'est ce qui faisait toute la beauté de cet univers, voir des personnages qui de base n'étaient pas prédestinés à se rencontrer, enfin parler, échanger, combattre ensemble, et cette rencontre dans Civil War, c'est exactement ce qu'il s'est passé pour nous en tant que fans. C'était beau, c'était brillant, mais au fond de nous, dans un coin de notre cœur de fan, il y avait une petite douleur, un manque, parce que Spider-Man, ce n'est pas censé être facile. La beauté du personnage de Peter Parker, ce n'est pas quand il gagne, c'est quand il perd tout et qu'il trouve encore la force de se relever. Et pendant 3 films, on l'a protégé, on l'a entouré de papier bulle, de technologies incroyables, de mentors milliardaires, d'une sorte de filet de sécurité doré, je dirais. En fait, on l'a aimé comme un petit frère qu'on ne veut pas voir souffrir, mais en faisant ça, on a presque étouffé ce qui fait de lui un héros si unique. C'est sa solitude. Voilà pourquoi l'annonce de Spider-Man Brand New Day, ce n'est pas juste un titre de film, c'est le cri d'un personnage qui réclame sa liberté depuis tant de temps. C'est l'histoire d'un homme qui accepte enfin de souffrir pour devenir ce qu'il doit être. Bon, regardons en arrière. Spider-Man Homecoming et Far From Home sont des films plutôt sympathiques d'aspect. Je sais qu'il y en a plein qui ne les aiment pas, mais personnellement, je passe toujours un bon moment en revisionnant ces films, c'est plutôt sympathique. Mais il y a quelque chose que je remarque assez souvent dans ces 2 films, Peter Parker est sans cesse dans l'ombre de Tony Stark. À chaque fois qu'il a peur, il y a une voix dans son masque pour tenter de le rassurer. À chaque fois qu'il tombe, il y a un parachute qui se déclenche pour essayer de le sauver. Et ça, avec du recul, il y a un petit malaise. On aime voir Peter réussir, mais on a besoin en fait de le voir galérer. On a besoin de voir ce gamin en train de coudre ses blessures tout seul dans sa chambre parce qu'il ne veut pas inquiéter Tante May. Dans le MCU, Peter n'était jamais vraiment responsable de ses moyens. Il héritait de lunettes de combat, il avait un arsenal de malades, peut-être même plus que certains états dans le monde. Moi, ce que je vois sur ces 2 films, c'est un héritier. Ce n'est pas Spider-Man, c'est un Iron Man Junior. Et ça fait un petit peu mal de dire ça parce que j'adore Tom Holland, j'adore son énergie, mais on sentait qu'on lui volait un petit peu son identité. On lui volait ce côté système D, cette intelligence pure qui lui permet de s'en sortir avec 3 bouts de ficelle et beaucoup de génie. Alors attention, j'aime bien Spider-Man Homecoming et je pense que je fais même partie des personnes qui l'ont le plus apprécié quand il était sorti. J'ai simplement un problème avec le choix qu'on a fait, le choix d'intégrer Tony Stark dans ce film. Et pour moi, ça n'a aucun sens. Tout l'objectif de Spider-Man Homecoming, c'est de te montrer qu'en fait, Peter n'a pas besoin de la validation de Stark pour être un héros, qu'il fait ça parce qu'il doit assumer ses responsabilités. Mais déjà de 1, c'est extrêmement mal raconté dans le projet, et de 2, imaginez ce film sans Tony Stark. C'est-à-dire que pendant 75% du temps, on a un Peter Parker qui cherche la validation de quelqu'un au-dessus de lui. Il ne fait rien, mais quand je vous dis rien, c'est qu'il ne fait rien
Pour lui, il fait tout pour essayer de prouver à Monsieur Stark qu'il est un bon Avengers et qu'il pourrait faire des missions bien plus dangereuses. On va même encore plus loin que ça, Iron Man désamorce une scène où Spider-Man est en train de faire une erreur. Et ça, c'est pas possible. Avoir une scène sur ce ferry où Spider-Man est en train de tout faire foirer malgré qu'il essaye, voilà, de sauver un petit peu tout le monde, il n'y arrive pas. Comment ça, tu fais arriver Iron Man? Non, tu ne le fais pas arriver. Tu fais en sorte que Peter trouve une solution, ou même tu laisses les gens couler, j'en sais rien, tu les sauves un par un dans l'eau, mais tu montres que Peter a fait une erreur et qu'il va s'en sortir par lui-même, parce que c'est tout l'ADN de Spider-Man en fait. Et à la fin, le film te dit vaguement, en fait non, Peter il faisait pas ça pour la validation de Tony Stark, il fait ça parce qu'il doit assumer ses responsabilités. Non, c'est absolument pas le message de ton film, tu l'as foiré ton film, John Watts. C'est une bonne idée en soi, mais il y avait pas mieux quand même à raconter dans Spider-Man Homecoming. Dans Far From Home, c'est déjà un petit peu différent parce que Peter fait une grosse erreur. Pour la première fois, on voit Peter échouer. Il confie les lunettes à Quentin Beck, sauf que, spoiler, du coup, c'est l'antagoniste du film. Donc il se rend compte qu'il a fait une énorme connerie et il essaye de réparer tout ça. Le problème, c'est que Far From Home, c'est un film de fainéant. C'est un film de fainéant où tout est englobé dans du papier bulle, je vais me répéter, mais c'est le cas, on ne ressent aucune émotion parce que rien n'est vraiment exploré. L'écriture est basique, la réalisation de John Watts, je n'en parle même pas, la seule scène intéressante du projet, c'est la scène qui n'a pas été faite par John Watts mais par une boîte d'effets spéciaux où il n'était absolument pas impliqué, et ça c'est un problème. Ah oui, et alors que dans Spider-Man Homecoming, on avait bien fait comprendre qu'on n'en voulait plus de ce biberonnage où Peter cherche la validation d'un autre héros, qu'il fallait qu'il soit indépendant, ici c'est encore pire puisque Peter est baladé par le Shield. Du coup, tout est un petit peu superficiel. Aucun choix de Peter n'a vraiment de conséquences. Il n'y a aucun risque de prix. Spider-Man, c'est un petit peu le héros de la solitude auquel on peut un petit peu tous s'identifier. Mais au-delà de ça, c'est un héros qu'on apprécie parce qu'il fait des erreurs. Et là, le fait d'avoir deux films où il est sans cesse protégé par des nounous, par Tony Stark, par Mysterio au début quand un bec lui sert un petit peu de mentor, il y a Nick Fury, le Shield entier est là pour lui permettre de faire les bons choix, on le force à faire des choses. On a l'impression qu'en fait Peter est baladé sans qu'il n'ait jamais la possibilité de choisir ce qu'il a envie d'être. Et ça l'amène à faire de bons choix, mais ça l'amène rarement à se tromper en fait, à se tromper par lui-même et à assumer les conséquences de ses erreurs. Voilà le plus grand problème des films Spider-Man de Tom Holland. Mais si vous avez bien remarqué, je n'ai absolument pas parlé de No Way Home. Et il y a une raison derrière tout ça. En fait, au début de No Way Home, Peter est encore ce gamin qui veut tricher avec la vie. Il a fait une connerie dans le film précédent et il essaye d'aller voir le Docteur Strange pour réparer cette erreur. Et No Way Home va être assez intelligent sur ce point-là. Je sais que beaucoup n'aiment pas ce film et moi-même je trouve qu'il y a énormément de problèmes sur tout ce qui touche au multiverse, mais il nous permet enfin d'avoir un vrai Spider-Man. Parce que pour moi, le destin de Spider-Man, c'est d'apprendre que chaque choix a un prix. Et le prix a été terrible dans ce film. C'est la mort de Tante May. Parce que là, ce n'est pas juste une scène triste de la mort d'un personnage dans un film du MCU. En plus, non, c'est bien plus que ça. C'est le cœur du personnage qui, enfin, se brise en 1000 morceaux. C'est enfin la conséquence d'une erreur de Peter. Tante May, c'était sa boussole, son dernier lien avec l'innocence, et quand elle s'en va, elle emporte avec lui ce petit garçon et cette ancienne version de Spider-Man, je l'espère. Et que dire du meilleur choix du film, parce que oui, No Way Home fait encore une fois un choix très intelligent qui va nous permettre d'avoir un vrai Spider-Man dans quelques mois maintenant. C'est ce sacrifice final, parlons-en. Peter accepte que le monde entier l'oublie, ses amis, la femme qu'il aime, ses alliés, personne ne se souviendra de qui il est, qu'il a sauvé l'univers, qu'il a une vie, qu'il existe en fait. J'ai critiqué John Watts pour beaucoup de choses, mais ce choix-là, c'est ouvrir la porte du véritable Spider-Man. C'est te dire, j'arrête de faire des conneries, j'arrête, je lâche le bateau, mais par contre, je vous mets sur une piste royale pour que vous ayez la possibilité de manger extrêmement bien sur les prochaines années. Parce qu'après tous ces sacrifices, il se retrouve tout seul, dans ce petit studio, avec ses quelques cartons, une machine à coudre et le froid de l'hiver new-yorkais. Moi perso, c'est à ce moment que j'ai eu envie de vraiment suivre ce Spider-Man. On a envie de le voir en fait, parce qu'à ce moment précis, il n'a plus rien, sauf sa volonté. Il n'a plus de gadget Stark, plus de nanotechnologie ou quoi que ce soit. Il a juste son courage, et c'est là qu'il devient impressionnant, qu'on arrive à s'identifier à lui. Brand New Day, un nouveau jour. Ce titre résonne comme une promesse d'amour pour le personnage. On veut voir un film qui sent le street level, qui sent la sueur. On veut voir Peter Parker courir après un bus parce qu'il n'a plus les moyens de se payer le métro. On veut le voir galérer, à payer son loyer, à jongler entre ses études et ses patrouilles nocturnes. Et au-delà de tout ça, et c'est probablement le plus important, Peter va sûrement vivre une crise d'identité. Imaginez un instant, personne sur cette planète ne peut prononcer son nom
avec affection. Pour MJ, c'est simplement un inconnu qui commande un café. Pour Happy, c'est un étranger qu'il a croisé près du cimetière. Pour le reste du monde, Peter Parker n'existe tout simplement pas. Il n'a pas de diplôme, pas de passé, pas de famille. Peter est devenu un vrai fantôme. Et c'est là que c'est terrifiant, quand on n'a plus rien, quand personne ne nous attend le soir. Est-ce qu'on existe encore vraiment? On risque de voir un Peter Parker qui s'oublie lui-même, puisque Peter n'a plus de vie. Il va se réfugier dans son rôle de Spider-Man, il va probablement passer 20 heures sur 24 sous le masque, parce que sous le masque au moins, il est quelqu'un. Sous le masque, il a un but. Alors que sans, il n'est qu'un gamin seul, dans une chambre vide, qui se demande probablement ce qu'il va faire. Cette crise identitaire, elle est essentielle. Et c'est probablement ce qui m'attire le plus dans Spider-Man Brand New Day. Parce qu'on veut voir cette douleur, on veut voir ce moment où il hésite à dire la vérité à MJ avant de se raviser parce qu'il l'aime trop pour la remettre en danger. On veut voir Peter se tromper, se relever et se battre tout de même. Et c'est ça l'amour qu'on porte à Spider-Man. On veut le voir grandir, même si ça fait mal. On veut le voir devenir cette espèce de phare dans la nuit pour tous les gens qui se sentent invisibles. J'ai un peu l'impression qu'on attend tous Spider-Man comme on attend le retour d'un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Parce que ce Spider-Man là, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Tobey, Andrew, c'est eux. C'est eux les derniers à avoir vraiment exploité cette vie merdique que c'est d'être Spider-Man. Et là, il est de retour. Il est de retour en juillet 2026 dans un film qui probablement marquera l'esprit de beaucoup de jeunes qui iront pour la première fois voir ce Spider-Man au cinéma. Parce que tu as beau avoir vu les films de Tobey, les films d'Andrew sur ta télé, en DVD, en Blu-ray, tout ce que tu veux. Avoir cette expérience en salle et le découvrir pour la première fois, je pense que ça change tout. Et c'est ça qui fait qu'on apprécie autant Spider-Man, qui fait qu'on tombe directement amoureux de ce personnage. Après des années, Peter, on t'attend. On est prêt et j'ai très hâte de voir ce que tout cela va donner. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des remarques, des critiques, des choses que je n'ai peut-être pas soulevées, n'hésitez pas à me faire part de tout ça, ça me fait plaisir. C'est un sujet qui me tenait à cœur, vous le savez, cette chaîne ne s'appelle pas Spidey pour rien, hein. Je suis littéralement amoureux de ce personnage et j'ai envie plus que tout au monde de le voir vraiment briller au cinéma parce que j'ai ce sentiment aussi que Tom Holland mérite quelque part d'avoir ce type de film, ce film de qualité déjà, mais aussi un Spider-Man qui souffre, qui est vraiment Spider-Man en fait. On l'a pas assez vu dans cette première trilogie et j'ai bon espoir que Destin L. Cretton fasse enfin rayonner ce côté-là de Spider-Man. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey les amis, je vous retrouve très vite pour parler j'espère du premier trailer de Spider-Man 4. D'ici là, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.